vous allez découvrir ce qu'on met dedans et comment ça se met en pratique le système design dans le développement mobile. Mais il faut noter que l'avantage de penser au système design dès le début dans une application mobile, c'est vraiment de combiner avec la constante évolution des OS qui sont vraiment des contraintes et qui nous imposent beaucoup de rigueur, mais aussi beaucoup de challenges. Au fur et à mesure, quand il y a de nouvelles versions, ça vient avec son lot de challenges et qu'il faut être en mesure de répondre, surtout quand on a un produit qui est déjà mature et qui est en production. Ok, super. Bon, si je résume un peu ce que tu as dit, c'est que quand on est développeur mobile et qu'on veut attaquer un projet de développement mobile, on ne commence pas par coder en fait tout de suite. C'est pas qu'on se jette directement sur le code. D'accord? Rentre un peu dans le cadre du système design où on définit un certain nombre de choses. Tu as parlé d'OS par exemple. Tu as parlé du nombre d'utilisateurs. Donc, quand on veut démarrer un projet, ce qui voudra dire que il faut déjà commencer par penser expansion dès le début, si on a bien compris. Oui, c'est bien ça. OK, super. Donc, c'est quoi, si on doit aller un peu plus spécifiquement, on va prendre, bon, moi je propose qu'on prenne, il y a un type d'application aujourd'hui qui est en expansion, en tout cas dans nos pays africains, c'est des applications de type VTC là, où on trouve aujourd'hui plusieurs comme Nyango, Gozem et autres qui sont implantés dans plusieurs pays et tout. Si on doit spécifier un petit peu dans ce genre de contexte, si on prend par exemple ce type d'application, supposons un instant que tu es développeur mobile, on t'appelle pour travailler sur ce genre de projet. OK. Tout de suite, en termes à l'entrée du projet, vu que tu ne vas pas te jeter directement à commencer par coder tout ça là, c'est quoi les différents éléments, beaucoup plus concrètement en fait, peut-être des contraintes qui sont liées à nos pays et tout, la connexion Internet, ce genre de choses et tout. Tu as parlé d'OS, tout ça, tout ça. C'est quoi, en fait, les spécificités ou bien les contraintes qu'il faut prendre en compte dès le départ en tant que dev mobile pour ce genre d'application, par exemple? Alors, pour ce genre d'application, ce à quoi il faut penser dès le départ, c'est vraiment le choix du framework que vous allez utiliser. Est-ce que vous partez sur du cross-platform ou bien vous partez sur du natif? Alors, par expérience, les applications VTC, il y a deux types d'utilisateurs. Vous avez les utilisateurs finaux, ceux qui utilisent, ils lancent une course et puis un chauffeur vient les chercher et tout. Mais il y a aussi les chauffeurs qui doivent accepter une course, recevoir une course et puis faire le trajet avec le client et tout. Alors, par expérience, ici avec que l'application des chauffeurs, ça impose des contraintes vraiment beaucoup plus que par rapport aux applications des utilisateurs lambda. Je veux dire quoi, par exemple, quand vous prenez l'application des chauffeurs, vous devez être en mesure de suivre en temps réel les positions de l'utilisateur. Or, on sait bien que récupérer en temps réel la position d'un utilisateur sur son téléphone, c'est quelque chose qui est très gourmand en batterie et qui est aussi vraiment gourmand aussi en termes de ressources de CPU et tout en fonction de comment vous vous implémentez. Donc, déjà en entrée, il faut penser à ce contrainte-là, se poser la question de savoir est-ce qu'on part sur du cross-platform en utilisant Flutter par exemple ou bien de React Native ou bien on va sur du natif. Alors, les solutions cross-platform ont l'avantage de permettre d'aller très vite. Donc, avec votre seule base de code, vous pouvez déployer rapidement sur les deux OS. Mais l'inconvénient, c'est que vous vous retrouvez à jongler entre votre framework cross-platform, mais aussi des API natifs, donc pouvoir gérer de façon efficace les processus en arrière-plan sans être trop gourmand et sans chauffer l'appareil de l'utilisateur au risque qu'il désinstalle votre application, par exemple. Donc, déjà, en entrée, il faut penser à cette problématique-là, si on part vraiment sur du cross-platform ou pas, en fonction, parce qu'on ne se jette pas sur, comment on appelle, un choix technique, parce que, bon, c'est ce qu'on maîtrise, mais il faut voir ce que ça va nous apporter comme, comment on appelle, avantage par rapport à ce qu'on veut développer comme solution. Et donc, on peut aussi également penser aux contraintes comme je viens de dire, hein, en termes de consommation de données. Est-ce que
notre architecture ou notre implémentation de comment on récupère les données, comment on synchronise les données et comment on met en place de sorte qu'on ne soit pas trop gourmand en data mobile parce que ça ne sert à rien si un simple utilisateur lambda pour un forfait de 100 francs et il active l'Internet et puis il lance votre application, il voit que son Internet termine sur le champ. Je pense que ce dernier va désinstaller votre application. Donc, c'est des contraintes que déjà dans nos contextes qu'il faut prendre dès le début dans ce genre de type d'application. Bon. Aussi les performances, il ne faut pas que votre application ne soit pas trop gourmande, il ne faut pas que ça tourne en arrière-plan jusqu'au point où le système peut-être l'arrête, où vous perdez peut-être le contrôle sur là où le chauffeur se retrouve sur la circulation et vous n'êtes plus en mesure de récupérer sa position et qu'à la fin, vous avez du mal, par exemple, de voir quel trajet il a parcouru et combien il faut facturer au client, etc. Donc, c'est des gros challenges auxquels il faut déjà commencer dès le début quand on veut travailler sur ce genre d'application, surtout chez nous au pays. Ok, super, super. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir déjà par rapport à tout ce qu'il a dit, parce qu'il a dit beaucoup de choses déjà ici dans son intervention. Ok, bon, je pense qu'ils ont tous compris. Donc, si je dois faire un petit résumé, en fait, c'est que pour ce genre d'application où on fait du VTC, il y a des chauffeurs, il y a des clients qui vont lancer. Si on doit faire du système design, on ne se jette pas directement à coder. C'est qu'on doit savoir qu'il y a forcément des contraintes. Donc, chaque type d'application qu'on veut mettre en place, en fait, a ses propres contraintes, si j'ai bien compris. Et pour ce type d'application spécifiquement, par exemple, il faut prendre en compte, en fait, la consommation des ressources sur le téléphone de façon globale. Donc, que ce soit la RAM, enfin, CPU, machin, la batterie, tout ça là. Et après, il faudra aussi prendre en compte, en fait, l'aspect particulier de la connexion Internet, en fait, dans le pays, où c'est vraiment très, très compliqué, en fait, d'avoir une connexion stable et tout. Donc, il faut penser à ces éléments-là, en fait, dès le départ, si c'est bien compris. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. OK. Donc, quand on a fini donc, de penser, par exemple, à ces limites-là, c'est quoi la prochaine étape, en fait? Si on doit suivre une chronologie dans le processus du système design pour ce type d'application. Après avoir réfléchi, on dit, bon, OK, j'ai déjà choisi la technologie que je vais aller, enfin, sur laquelle je vais aller, si c'est du cross-platform et autres, sachant que si je dois aller sur du natif, ça a aussi son coût. Donc, nos clients aujourd'hui, bon, eux tous, c'est du cross-platform pour la plupart du temps, ils agissent. Donc, si tu as déjà fait ça pour toi, tu as déjà pensé aux contraintes, c'est quoi donc la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, c'est de commencer avec une architecture qui vous permet de démarrer en douceur et au fil du temps, au fur et à mesure que vous avancez dans votre développement et des fonctionnalités de votre application, de pouvoir l'enrichir avec je dirais, des pratiques et des process qui vont vous permettre de pouvoir garder le contrôle de votre code, de ne pas se retrouver un jour où ça va devenir possible pour vous, par exemple, d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou bien de gérer l'intégration de nouvelles personnes dans votre équipe. On a tous, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, entendu, oh, à chaque fois quand on vous arrache un projet, on donne à un nouveau développeur, il pense que celui qui a travaillé avant lui a tout mal fait et donc il vous repartir de zéro. Ouais, donc, c'est de pouvoir vraiment commencer avec les bonnes architectures. Et pour ça, il y a pas mal de ressources, il y a pas mal de recommandations. Je pense que dans le déroulement de notre discussion, on parlera de ces architectures-là et comment il faut faire le choix et de comment il faut les implémenter. Mais, le plus important, c'est de ne pas chercher à faire du over-ingénierie dès le début, mais vraiment de commencer avec un truc très simple, fonctionnel, mais aussi qui peut évoluer avec le temps et qu'on n'aura pas besoin de reprendre à chaque fois tout de zéro. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. OK. Donc, la prochaine étape, selon toi, c'est l'architecture, en fait. Bon, l'architecture, c'est quoi, concrètement? Alors, l'architecture, c'est vraiment un foutu où vous avez des recommandations, vous avez des pratiques qui sont vraiment, je dirais,
Donc, vivement recommandé. Et à ce niveau-là, on parle de clean architecture initiée par le célèbre Uncle Bob. Je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler de lui une fois, mais c'est des choses qui aussi s'appliquent dans le développement mobile avec ces principes solides, par exemple, on parle de clean architecture. Mais aussi, on a des architectures recommandées comme vous avez la famille des MV. Vous avez entendu parler de MVP, MVI, MVC, MVVM, FVI. Ouais, c'est des architectures qui sont recommandées, en fait, qui ont évolué, qui ont apparu pour permettre aux développeurs de garder vraiment un contrôle sur leur code et donc de pouvoir faire un choix en fonction de leur niveau de maturité de leurs compétences, de leur équipe aussi, mais et aussi de leurs produits. Et on parle aujourd'hui de la modélisation, pouvoir moduler votre architecture en fonction de votre équipe, de la taille de votre équipe. Donc, c'est des choses qui, dans un premier temps, quand on commence, c'est des choses qui peuvent vous intimider parce que ça demande, si vous n'avez jamais entendu parler ou si vous n'avez jamais fait, la courbe d'apprentissage, ça peut être très, très raide dès le début. Et donc, vous allez abandonner et peut-être vous intéresser seulement à comment faire ceci. Et donc, ça va s'arrêter là. Mais au fur et à mesure que votre base de code va commencer par évoluer, vous allez voir que vous êtes devant un rouleau un rouleau compresseur où vous n'avancez plus. Quand vous demandez d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, ça devient vraiment un casse-tête. Ou quand vous demandez de retirer une fonctionnalité, ça devient vraiment. Donc, c'est vraiment parti sur des bonnes architectures là. On va parler de quelques-unes dans la discussion où on va voir comment ça se met en pratique, comment ça facilite aussi, puisque le titre aussi de notre discussion, c'est système design et test. Donc, comment ces architectures aussi nous facilitent de pouvoir mettre en place des tests. Généralement, on entend souvent dire que les tests, c'est écrire des tests unitaires ou des tests tout court, c'est douter de son propre code. Mais non, je dirais que c'est pas optionnel, en fait, d'écrire les tests, mettre les tests là en place. C'est vraiment des normes qu'il faut respecter, et tout au moins. C'est parce que ça vous donne une confiance en votre code et ça vous permet aussi, si demain vous faites une bêtise rapidement, vos tests le détectent et puis ça vous permet de ne pas envoyer des bêtises en production. Et puis, c'est quand les utilisateurs rencontrent des problèmes, vous vous rendez compte que, tiens, c'est parce qu'il y a une bêtise qui a été fabriquée, dont personne n'a vu, puis on l'a envoyé en production. OK, super. Donc, la deuxième étape dans le process, en fait, serait de choisir donc une architecture qui nous correspond. C'est bien ça, parce que souvent, quand on est débutant en tant que développeur de façon générale, bon, on a toujours, en tout cas, la plupart du temps, ce genre de problème où on ne sait pas vraiment comment structurer son projet, comment découper, en fait, le projet, en fait, gérer la logique métier, les data, lui et tout et tout. Donc, la prochaine étape serait vraiment d'aller sur une architecture, en fait, qui nous correspond, parce qu'il y en a plusieurs. L'objectif n'est pas de, l'objectif du mythe, en fait, n'est pas de dire si telle architecture est mieux que tant ou pas. Bon, ça, c'est pas vraiment l'objectif du mythe, mais c'est vraiment à ce stade-là, de choisir, en fait, la façon dont on va structurer son projet. OK. Et quand on Oui, a... Oui, oui, bon, oui, c'est un peu ça, choisir, mais il ne faut pas choisir parce que, bon, c'est ce qui me plaît moi, non, il faut choisir parce que à l'étape où je suis de mon projet, c'est ce qui va le mieux, en fait. Parce que si tu dois choisir ce qui te correspond, bon, à un moment donné, tu peux ne pas faire de bons choix. Et parce que, bon, comme ça, tu vas dedans et comme c'est toi seul peut-être qui baigne dans ton code, tu vas penser que tout va bien jusqu'à ce que peut-être on cherche à intégrer une nouvelle personne au sein de l'équipe et tu vas voir que, bon, tiens, dès le début, tout était faux, on ne peut plus avancer et donc il faut reprendre dedans. Je ne dis pas qu'il faut partir sur une architecture qui vous correspond, enfin, qui te plaît juste, non, il faut prendre il faut être pragmatique, il faut être pragmatique, il faut et vraiment comment choisir. choisir alors? Comment choisir, du coup? Alors, C'est quoi le critère de choix infaillible? alors, bon, il y a pas de critères universels et tout, mais je dirais pour un débutant, peut-être qui ne s'y connaît pas et qui n'a pas peut-être de mentor auprès de lui ou qui n'a pas, parce que généralement, quand on est débutant, souvent, la chose veut qu'on intègre des équipes où on a des gens plus expérimentés que soi. Et donc, c'est des gens qui ont déjà expérimenté des choses et qui ont déjà fait des erreurs, peut-être sur ce projet-là, et donc qui ont vu que, bon, quand on a essayé pas mal, on a vu que bon, c'est ce qui marche le mieux par rapport à nos contraintes, par rapport à notre équipe. Et donc, quand tu es débutant, tu intègres une équipe, tu auras la chance d'être, je vais dire, mentoré, et donc tu pourras apprendre de pourquoi ces choix-là ont été faits, et donc
de nourrir ta curiosité, donc de pouvoir après faire tes propres recherches aussi pour voir d'autres architectures qui se met, en fait, qui se pratiquent dans, dans l'écosystème. Mais si tu es débutant et puis tu démarres et puis en même temps tu es ton propre chef, moi, ce que je recommande, c'est d'aller vraiment à la documentation officielle et de voir ce qui est préconisé. Et quand je prends l'environnement, enfin, quand je prends le développement Android, ce qui est recommandé par la documentation officielle, c'est l'architecture MVVM, vraiment où tu as une séparation claire des responsabilités, tu as vraiment la vue qui s'occupe que de la vue, tu as ton data qui s'occupe de tout ce qui est donné que tu veux récupérer, que ce soit au niveau des bases de données ou bien du CV. Et il y a aussi autre couche qui est optionnelle, mais qui est recommandée sur fait, qui est en fonction de comment tu évolues, en fonction de la complexité de tes codes métiers, de tes, comment on appelle, de la complexité de ton métier, d'ajouter par exemple la classe, en fait, l'architecture, domaine, et ce qui te permet d'avoir des use cases, et donc faire vraiment une séparation. Donc, pour un débutant, je dirais vraiment, si tu n'as pas de repère, si tu n'as personne pour vraiment t'orienter, t'aider à comprendre les choix, il faut aller vraiment sur la documentation, elle est bien écrite et bien accessible à n'importe quel comment on appelle, développeur qui commence. Ok, ok. Bon, déjà, par rapport, oui, on a une main qui est levée. Oui, vous pouvez intervenir. Oui, bonsoir à tous. Oui, Vous bonsoir. m'entendez? Oui, oui, on vous Oui, reçoit. salut, Donalias. Oui, c'est Salut. juste que tu as mentionné le fait qu'il faut rejoindre une équipe où il y a déjà des aînés avec plus d'expérience. Mais en fait, ça, il faut faire attention. Si tu te retrouves avec des aînés qui ont fait la même chose pendant des années, qui ne sont pas très compétents, il y a un problème là. Donc, il ne suffit pas d'avoir des aînés, il faut aussi voir ce qu'ils font vraiment là. C'est ce qui doit être fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de parfois critiquer les aînés ou bien de vous mettre en cause ce qu'ils disent. Bon, il faut savoir leur dire ça. Hein. Tu leur dis peut-être, tu fais ça, mais j'ai lu. Hein. Si on faisait ci, ça serait un peu mieux. Il ne faut pas être en mode, faites ça, c'est pas bon. C'est juste un petit apport, quoi. Donc, c'est pas parce qu'on a 5 ans, 10 ans d'expérience qu'on est bon. Il faut faire attention à ça. Je suis Merci. totalement d'accord et je partage ton avis. Et ça fera partie, quand on va revenir un peu sur mon parcours, je vais revenir sur ces genres d'erreurs aussi, des choses qui m'est arrivé. Et donc, je le réserve pour la fin quand on va revenir sur mes erreurs et tout, et de ce que j'ai appris. Merci pour ta contribution, Lionel. Oui, effectivement, il ne faut pas faire confiance aux aînés parce que parfois, il y en a qui sont tellement stupides qu'ils ne savent même pas que ce qu'ils font, c'est de la merde, quoi. Bon. Ok. Bon, en tout cas, tout le monde n'a pas la chance d'avoir même à la base un aîné, même si c'est un aîné con, comme tu le dis là. Tout le monde n'a pas cette chance. Et je pense qu'il y a Kojanda, je ne sais pas si, bon, vous le connaissez normalement, avec Oui, ça, il a lancé en fait une structure, là, je crois, Help oui, Skip. oui, Voilà. Donc, je pense que ça aussi, c'est un bon moyen si tu es quelqu'un qui n'a pas vraiment un débutant qui n'a pas vraiment de repères, en fait. Je pense que ces genres de formation aussi, en fait, où tu peux, enfin, pas de formation, enfin, ces genres le d'opportunités où mentorat, tu peux avoir oui, accès à un mentor qui te, par exemple, là, maintenant, on est en train de parler de choix d'architecture. Donc, si tu es un novice et puis tu as vraiment beaucoup de choix, tu ne sais pas vraiment ce qui te plaît, enfin, ce qu'il faut en fonction de ton besoin, tu vas seulement choisir quelque chose qui te plaît ou bien ce que tu comprends le mieux, en tout cas, qui n'est pas peut-être adapté à ton besoin. Donc, je pense qu'aller vers aussi ces genres d'éléments aussi, ça peut aider, en fait. oui, totalement, totalement. OK. Donc, on a parlé de contraintes liées au projet, en fait, qui peuvent être la gestion des ressources, en fait, de façon globale, euh, de l'application, du téléphone, tout ça, des OS et tout. On a parlé maintenant du choix de l'architecture qu'il faut aller pour mieux découper, structurer son projet pour que, quand ça va grandir, là, qu'on puisse toujours maintenir ce projet-là. OK. Quand on a fini de faire ça, c'est quoi, qu'est-ce qui pourrait être, en fait, la prochaine étape, du coup? Parce qu'on est dans un processus. Donc, Oui. c'est quoi la prochaine étape? Toujours pour ce type d'application hein, de VTC aujourd'hui qu'on voit partout là.
Alors, bon, avant de répondre à la question, j'aimerais rebondir sur ce que je dis vraiment pour synthétiser, pour permettre à peut-être ceux qui nous écoutent, quand ils vont vouloir étendre leur base de connaissances sur le sujet, que dans le développement mobile, il y a des grandes familles d'architecture. Et souvent, vous allez vous retrouver dans des codes, il y a une combinaison de ces différentes architectures-là. Alors, comme je l'ai dit, il y a le MVVM, modèle Vue modèle, qui est recommandé par Android sur leur documentation. Vous allez la façon dont c'est implémenté. Vous avez l'architecture MVI ou ce qui est le modèle Vue intention. C'est quelque chose qui est apparu dans les années 2017, mais qui, ces dernières années, a réapparu, je vais dire, où beaucoup ont commencé par parler de ça dans l'écosystème Android, où on essaie de voir comment, quand vous êtes devant des applications qui demandent à ce que ce soit des applications réactives, où la réactivité vraiment est quelque chose de très, très important dans votre application. Vous pouvez faire le choix de MVI, mais aussi vous pouvez, dans des architectures, comme j'ai dit, d'applications, vous pouvez vous retrouver à une combinaison de ces deux, la MVVM et puis MVI. Et ces deux, ça se combine avec tout ce qui est clean architecture, où vous avez vraiment une séparation claire et nette des responsabilités. Et tout ça là s'imbrique pour pouvoir former vraiment une architecture robuste qui soit facile à évoluer avec le temps et aussi en fonction de la taille de l'équipe. Alors, une fois qu'on a fait le choix de l'architecture et que, bon, on va commencer par coder, créer notre projet, il y a des petites configurations qu'il faut prendre en compte dès le début, c'est-à-dire quoi, mettre en place des CI/CD par exemple. C'est quelque chose, peut-être, on a l'impression que ça ne se pratique pas dans le dev mobile, mais non, c'est quelque chose qui se met en place pour vos tests. Dès le début, vos tests unitaires, vous configurez, vous avez GitLab, Action qui vous facilite vraiment la tâche, ou bien même GitHub, GitHub Action aussi. Il y a GitLab CI et puis GitHub Action qui vous facilite vraiment avec juste une configuration. Le fichier YAML, il suffit juste de recréer des commandes, je vais dire, des tâches Gradle que vous faites. En fait, on ne fait pas souvent parce que dans Android Studio, il y a les boutons là, vous cliquez et puis ça se déclenche seulement. Mais comme vous regardez, en fait, c'est des tâches qui sont déclenchées. Donc, vous prenez juste ces commandes-là que vous recréez dans votre configuration dans le script YAML. Vous mettez sur vos projets et donc, ils vont se déclencher au fur et à mesure que vous avancez dans votre programme. Et donc, ça vous permet d'avoir un contrôle continu, mais aussi une intégration continue de votre base de code. Donc, dès que vous détectez, par exemple, vous écrivez un test qui échoue, dès que ça échoue, l'intégration, ça échoue en même temps. Et donc, ça vous aide et vous corrigez ça. Et donc, une fois qu'on met tout ça là en place, il y a les configurations d'environnement. Hein. On ne prend pas le code source, on ne prend pas l'environnement dev, on envoie en prod, où il n'y a pas une séparation vraiment des environnements de prod, de dev, ou bien même de pré-prod, où on ne prend pas le temps de bien les tester, ces environnements-là. Donc, c'est des choses qu'il faut, dès le début, mettre en place dans vos projets Android. Il y a cette configuration de flavor-là qu'on appelle souvent. Et donc, ça vous permet d'avoir plusieurs environnements de tests. Et donc, en fonction aussi de comment votre backend est configuré, si ça permet de supporter plusieurs environnements, en fonction de l'environnement qui est exécuté ou qui est en train de tester, cet environnement est branché à votre backend. Donc, c'est des choses qu'il faut penser et mettre en place dès le début quand vous commencez par évoluer, en fait, vous commencez par développer votre projet. Il y a tout ce qui est outils de crash analytique qu'il faut, dès le début, penser aussi également pour pouvoir observer comment évoluent les crash analytiques, les rapports de bugs, une fois que l'application est déployée auprès des utilisateurs et tout. Donc, c'est des choses qui, au début, peut-être, on ne pense pas du tout. Peut-être, et c'est arrivé à un certain niveau quand on commence par avoir des difficultés, on ne comprend pas, on commence par faire recours à ces genres de solutions. C'est des choses qu'il faut penser dès le début. Voici un peu ce que je peux dire brièvement par rapport à la question. Ok, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que souvent quand on commence, quand on commence par coder, en réalité, surtout au niveau du déploiement, on n'y pense pas vraiment. C'est peut-être au moment où on est prêt maintenant pour aller, pour faire le déploiement sur les stores. C'est là qu'on commence par dire, bon,
OK, comment est-ce qu'on va gérer les mises à jour? Ou parfois même, on attend peut-être d'être confronté en fait au problème. C'est-à-dire, tu as fait une mise à jour et puis il y a tu ne sais pas maintenant comment tu vas faire pour pouvoir faire en sorte que les utilisateurs puissent avoir en fait ta dernière version, peut-être sans même aller directement sur le store ou bien au moins leur notifier qu'il y a une nouvelle mise à jour en fait. C'est quand peut-être on est confronté à ça qu'on commence par courir. Donc, moi, je pense que c'est quand même intéressant de penser à tout ça au tout début en fait. Tu as parlé également du déploiement continu. Donc, le fait de faire en fait, enfin, d'automatiser les nouvelles versions, c'est bien ça, non? Donc, tu as parlé de GitHub Action et de GitLab CI/CD, si j'ai bien compris. Oui. OK. Maintenant, pour les outils de trash, comment on appelle ça? De trash analytique, est-ce que tu peux spécifier des outils, en fait, le nom d'outils pour qu'on puisse savoir si, puisque là, je pense que tu n'as pas donné réellement d'exemple. Hein. Alors, il y a deux outils qui est très bien connu qu'on utilise. Vous avez Firebase Crash Analytics, qui est très accessible. Vous n'avez pas besoin de grandes choses pour le configurer et qui vous aide beaucoup. Ça ne coûte pas vraiment, c'est gratuit à la limite. Vous avez Sentry aussi, qui est aussi une plateforme de Crash Analytics qui est très accessible aussi et très abordable, qui ne coûte pas grand-chose. Donc, ces deux-là que j'ai souvent utilisés. Mais après, vous avez d'autres comme Amapiano ou Burger, Bugstar, je ne sais pas trop près. Je me rappelle plutôt de le mettre. Ces deux premiers-là que je veux de citer, franchement, ça vous aide vachement déjà pour pouvoir mieux loguer vos erreurs. Après, si vous n'avez pas, si vous n'aimez pas Firebase ou si en fonction des contraintes de votre projet, ou au fil d'utiliser des solutions externes, vous pouvez mettre en place aussi vos propres systèmes de login ou avec juste en fonction de, vous construisez, comment on appelle, des API qui vont vous permettre de récupérer, vous exposer des API aux devs mobiles qui vont intégrer. Donc, si des cas se produisent, ils vont vous les envoyer par, par API et puis vous les récupérez. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir gérer aussi en cas de, si les gens n'ont pas la connexion Internet, comment vous faites? Peut-être les récupérer en local et après synchroniser avec le serveur et qu'ils vont revenir en ligne. Donc, bref, ça va aussi avec son lot de challenge technique aussi si vous choisissez de mettre en place vos propres solutions de logo. OK, OK, super. Super. Bon, je ne sais pas hein, si vous avez des questions, des interventions, n'hésitez pas. Donc, il suffit juste de lever la main et puis on vous donne la parole, vous interagissez. OK, donc on a parlé, donc si pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de parler de système design, et spécifiquement mobile. Donc, en résumé, la première étape serait en fait, en fonction du projet qu'on a, de commencer par réfléchir aux différentes contraintes qu'on pourrait avoir en tant que dev mobile, par exemple la gestion des ressources et autres. Après ça, le choix de l'architecture. Une fois qu'on a choisi son architecture, et là encore, il était ressorti que, en tant que débutant, vu qu'on a souvent ce problème-là de structurer, c'est de vraiment trouver un mentor. Ça peut être une équipe où il y a des seniors qui sont compétents, surtout ça, ou de pouvoir se faire mentorer, en fait, par des mentors. Et une fois qu'on a choisi, comment on appelle ça, son architecture maintenant, la suite serait de faire un certain nombre de configurations qui, pour la plupart, on laisse euh, au second plan, en fait. Par exemple, la séparation en réalité des environnements. Donc, on pourrait avoir un environnement de développement, de prod, de staging et autres. Et aussi des configs de déploiement continu, l'orientation pour l'écriture des tests, en fait. Donc, on commence par penser à ça dès le départ. Donc, s'il y a des configurations de ce genre à faire, de les faire en même temps pour, enfin, après, quand on a fini de faire ça, du coup, pour ce type d'application, ouais, on est en train de parler dans un contexte où on est dev mobile, on veut développer une application dans le genre
VTC, Gaussium, Yango, tout ça là. OK. C'est quoi donc les spécificités qu'on pourrait, autre spécificité toujours à ce genre de projet-là, dans un contexte où on est en train de faire du design système? Autre spécificité, je n'ai pas bien compris la question. Tu peux mieux l'expliquer, je vais capter un peu. Oui, en fait, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de contraintes, de réseau et tout. Bon, comment est-ce qu'on gère concrètement, en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, je vais prendre un exemple. Je suis consommateur enfin, moi, je suis les services de cuisine. Donc, parfois, tu lances une course et tu sors de l'application, tu as fermé tout ça. Et puis, bon, après, tu reviens. Tu as l'impression que en réalité, les données de la course, c'est pas que c'est au moment où tu es venu que c'est chargé, en fait. Tu as l'impression que la donnée est déjà là, tu vois un peu. Et vu qu'ils savent, en tout cas, ça c'est ce que je suppose, hein, qu'on n'a pas de connexion assez stable et autres, ils ont fait de telle sorte que l'utilisateur n'a pas l'impression, en fait, que les choses se chargent en continu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui. Voilà. Alors, Et aussi, on parle souvent aussi pour certains types d'applications OK, on veut que l'application, ça fonctionne sans connexion et puis après, on va faire de la synchronisation plus tard, tu vois, ce genre de choses. Comment est-ce qu'on gère les données de façon concrète, tu vois? oui. Oui, en tant que Alors, dev, de façon alors, optimale pour contexte système design. oui. Alors, je vois un peu ce que tu dis, et quand l'utilisateur a l'impression que les données ne sont pas en fait chargées au moment où il vient dans l'appli. Alors, l'impression qui est derrière, l'impression qu'on lui donne à l'utilisateur, il faut savoir qu'il y a un challenge technique, un défi qui a été, comment on appelle, résolu ou qui a été mis en place par les équipes de développement mobile. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous définissez votre architecture et tout, vous décidez quelle sera votre source de vérité. En fait, on parle de singular of source. Je ne suis pas bien en anglais, donc comprenez-moi. Alors, vous définissez c'est quoi votre source de vérité. Est-ce que c'est les données qui proviennent de votre serveur ou bien les données qui proviennent de votre base de données en local? Et donc, à chaque opération, vous pouvez, enfin, en fonction de la stratégie que vous optez, c'est-à-dire, on opte que les données qui sont affichées à l'utilisateur par défaut, notre source de vérité, c'est notre base de données en local. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois quand l'utilisateur fait une opération d'écriture ou de lecture, ça passe d'abord par la base de données. Donc, on enregistre les données en local et derrière, on fait la synchronisation. Alors, pour une application de VTC, du moment où on sait que quand il lance la course, d'accord, il y a un temps où ça doit lui prendre pour qu'on lui a fait un chauffeur, par exemple, on a déjà récupéré les informations de la demande de sa course. Donc, on enregistre ça en local et on a fait la demande côté serveur. Dès que le serveur ou le backend traite et puis trouve un driver, il renvoie les informations à l'appli et l'appli le sauvegarde au niveau de la base de données. Et donc, quand l'utilisateur revient, les données ne sont pas, en réalité, en fait, la demande n'est pas faite au niveau du serveur, mais ça vient directement au niveau de la base de données. Et donc, on lui affiche. Et donc, quand on fait ce choix, c'est vraiment, enfin, quand on fait ce choix-là, c'est en fonction de votre type d'application. Parce que dans le même temps, quand vous prenez une application, comme on aime bien le foot ici, je donne un exemple, vous prenez une application, ça me permet de suivre les scores d'un match, par exemple. Et que si, par exemple, au moment où je suis dans l'application, peut-être c'est 30 minutes après qu'une équipe a marqué, je vois la mise à jour, je vois que l'information, c'est 30 minutes après, ou bien même 1 heure, ou bien 24 heures après. Ou que, en termes d'expérience utilisateur, ce n'est pas la même chose par rapport à une application VTC où, bon, OK, quand il lance la course, on fait la recherche, on lui affiche. On sait qu'après, au bout d'un temps, si l'utilisateur ou bien on ne lui trouve pas un chauffeur, on lui envoie les informations qu'il y a aucun chauffeur qui a été trouvé. Ou bien quand on le trouve un chauffeur, on change le statut de la course. Et là, quand il vient, on lui a, comment on appelle, on le suit directement vers le statut où doit se trouver sa commande. Donc, il continue sa procédure. Donc, je dirais à ce niveau, pour faire le choix de est-ce que les données, votre source de vérité, ça va être le serveur, c'est-à-dire on récupère au fur et à mesure à chaque demande, ou bien au niveau de votre base de données. Et ça va dépendre de des contraintes de votre business, ou bien pour une application de trading, par exemple, aussi, on doit afficher en temps réel les coûts d'évolution, par exemple,
des actions, vous voyez que ce n'est pas la même chose qu'une application, je sais pas, de chat où, bon, OK, quand on discute et puis on éteint sa connexion, on a encore l'historique de toutes les discussions là où, bon, on n'a pas à s'inquiéter de comment le marché a évolué, est-ce que la discussion a changé ou pas. Ouais. Donc, vraiment, pour faire le choix de, de, de offline first ou bien de online first, ça va dépendre vraiment de votre métier, des exigences vraiment de votre business. C'est ce que je dirais. OK, c'est super. C'est super. Donc, je ne sais pas si, encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, OK. Donc, une fois qu'on a fini de... Bon, moi, je suppose que dans le processus, on est actuellement, on est déjà en train de coder, c'est bien ça, hein? Si on suit Oui. notre processus actuel, OK. On est en train de coder, on a déjà défini si, bon, c'est le offline first on veut faire ou bien si c'est du online first on veut faire. OK, super. Donc, quand on parle toujours de, comment on appelle ça? Souvent, quand on parle de système design, que ce soit back-end, front-end, machin, tout ça, et qu'on parle de données, de stock, comment on appelle, de stockage, pardon, ce qui revient souvent, c'est la scalabilité, parce que c'est un thème que je voudrais que tu expliques un petit peu. Et comment est-ce qu'on peut gérer la scalabilité, en fait, vu qu'on a aussi une contrainte de temps, là, on va essayer d'aller un petit peu rapidement sur les différents axes là. Donc, c'est quoi la scalabilité au niveau du mobile? Comment est-ce qu'on gère ça? Parce qu'il y a la scalabilité verticale, horizontale qu'on entend souvent pour les devs mobiles et back-end et autres là. Comment est-ce que on gère au niveau du mobile? Alors, au niveau du mobile, en deux mots, la scalabilité, ça se gère vraiment en local, comme ce que je disais au début. Et c'est la façon dont les fonctionnalités de votre appli mobile évoluent, la façon dont votre architecture évolue, mais aussi également la façon dont vous intégrez de nouvelles personnes au sein de votre équipe. OK. Ce n'est pas lié aussi à la croissance du nombre d'utilisateurs, par exemple? Non, du côté de mobile, non, ça ne en fait, ça ne se mesure pas à cela parce que vraiment la charge, je vais dire, d'utilisateur, c'est pas vraiment au sein de l'application, ça se gère, c'est plutôt le serveur qui va gérer les ressources en fonction des demandes et tout. Donc, vraiment au sein de l'équipe, c'est vraiment, comme je l'ai dit, la scalabilité dans le développement mobile, vraiment, elle est locale. C'est en fonction dont vous intégrez fonctionnalité. Quand votre équipe business vous demande une nouvelle fonctionnalité, combien de temps ça va vous prendre de faire la relais de cette nouvelle fonctionnalité? Et aussi, quand il y a un bug critique en production, combien de temps vous prenez pour pouvoir le fixer? Quand vous avez de nouvelles personnes que vous voulez intégrer, comment vous l'intégrez et aussi comment votre code évolue. Et aussi, la façon dont, comment on appelle, les OS évoluent et les nouvelles exigences des OS, comment on appelle, demande des modifications et donc comment vous l'intégrer le plus rapidement possible. Je donne un exemple très, très pratique. Aujourd'hui, on parle de Liquid Glass, par exemple, sur iOS. Pour des projets déjà matures sur le marché, comment on intègre ces modifications-là, comment on intègre ces changements sans pour autant repartir de zéro. Donc, c'est vraiment comme ça s'exprime la scalabilité au niveau du développement mobile. OK. Donc, est-ce qu'on peut dire que la scalabilité, pour la gestion de la scalabilité ici, enfin, la scalabilité est liée étroitement en fait au choix de l'architecture dont on a précédemment parlé? Ah oui, c'est lié à l'architecture, comment cette architecture-là évolue aussi, hein, avec votre produit, la maturité de votre produit et le nombre de personnes aussi qui développent, qui travaillent sur le projet. OK, super. Alors, un sujet très, très, très important quand on parle de système design, c'est le côté sécurité. Parce que, comme j'ai dit là, c'est système design de façon globale, c'est un thème qui est déjà venu dans plusieurs épisodes en fait de Discutons Dev. Donc, il y a cet aspect sécurité en fait qui revient souvent. Donc, côté web, en tant que dev web en fait, Fontaine, il y a, comment on appelle ça, des habitudes, tu vois, qu'on utilise en fait pour pouvoir gérer le volet sécurité au niveau du back-end aussi. Bon. Et le mobile, du coup, comment ça se passe pour pouvoir gérer la sécurité, la fiabilité en fait, au niveau des stockages, des données et tout? Alors, la sécurité à ce niveau, notez que je crois qu'il y a le top OSWAP top 10 hein, pour le web.
mais il y a aussi le OSWAP Top 10 aussi pour le mobile. Donc, j'invite, s'il y a des gens qui sont curieux sur le sujet, vous pouvez chercher sur Internet OSWAP Top 10 pour le développement mobile. Mais moi, je dis, la sécurité à ce niveau, ça dépend aussi, surtout, du type d'application que vous développez. Mais si on va parler en termes de sécurité, on va parler de comment les données sensibles de l'utilisateur, par exemple, sont sécurisées au sein de l'application, par exemple. Mais comment aussi les entrées, quand l'utilisateur entre des informations, comment les entrées là sont validées, c'est aussi des axes d'amélioration de la sécurité de votre application, mais aussi également les messages d'erreur. Généralement, on a tendance, le message d'erreur que le back-end vous envoie, vous affichez directement. Moi, j'ai testé des applications, le message d'erreur, par exemple, qui est renvoyé, c'est l'endpoint, par exemple, du serveur. Ouais, donc, le message d'erreur qui est renvoyé à l'utilisateur, quelles sont les règles de gestion que vous mettez en place pour contrôler correctement ces règles-là. Les clés de, comment on appelle, des API que vous utilisez. Aujourd'hui, il y a pas mal de moyens qui vous permettent de faire du reverse engineering, par exemple, sur une application mobile, donc de retrouver ces clés-là. Comment vous restreindre ces clés-là uniquement à votre application mobile? Il y a plein de documentation sur le site que vous pouvez trouver. Mais aussi également, comment vous, par exemple, pour des applications bancaires, par exemple, vous allez voir qu'à ce niveau, les bases de données qu'on utilise souvent, c'est des bases de données chiffrées en même temps. Donc, pour pouvoir éviter que si un utilisateur s'amuse, par exemple, à récupérer ces genres de données qui ne soient pas en mesure de les exploiter, mais aussi également, comment vous assurer que votre application s'exécute dans un environnement safe. Il y a plein d'outils que Google propose qui permettent de s'assurer que, par exemple, le téléphone n'est pas routé, ou bien si, par exemple, l'utilisateur installe des logiciels qui sont pas vraiment, qui font des comportements bizarres sur les téléphones qui vont permettre peut-être d'alerter votre application et donc peut-être de restreindre l'utilisation. Donc, en termes de sécurité, il y a plein de choses qu'il faut mettre en pratique, mais ce n'est pas des choses qui s'appliquent à tous les types, à tout type d'application. Ce n'est pas parce que vous développez une application de VTC qu'il faut penser à sécuriser tout et pas. Mais la chose clé qu'il faut penser quand on travaille sur des applications de VTC, c'est les clés Google Maps, par exemple. C'est quelque chose qui est facile à retrouver quand on prend une application de Google Maps. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est de restreindre l'utilisation de ces clés uniquement à votre application. Quand vous allez sur la console de Google Maps, vous avez plein de paramètres qui vous permettent de restreindre. Donc, il y a plein de ressources en ligne, en mobile aussi, qui permettent de gérer la sécurité de votre appli mobile. Ok, super. On a Jules qui a demandé qu'il paraît que sur le cross-platform là, qu'il est en fait plus complexe à maintenir en fait et faire évoluer par rapport au natif. Donc, il aimerait avoir ton avis sur le sujet. Est-ce que le cross-platform est plus difficile à maintenir que le natif? Difficile à maintenir, ça va dépendre vraiment de ce que vous mettez dans complexe. En fait, est-ce que c'est pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est fonctionnalité native tout en utilisant du cross-platform ou bien c'est l'architecture? Je ne sais pas si c'est pour utiliser vraiment les fonctionnalités natives tout en étant cross-platform, oui, c'est difficile. Soit vraiment à un moment donné, je vous donne l'exemple de Airbnb qui à la base, leur code, leur application s'était fait en React natif. Mais à un moment donné, ils se retrouvaient à faire un combat entre les ressources natives et leur application React Native. Ils étaient obligés de revenir en natif. Ouais, donc, oui, effectivement, si vous voulez, en restant cross-platform, mais en tirant ressources, en tirant avantage de tout ce qu'il y a comme avantage en natif, à un moment donné, vous évoluez à conscience et donc vous serez obligé de revenir à la case de départ. Et donc, oui, c'est difficile de maintenir. Mais si c'est pour l'architecture en soi, non, l'architecture n'est pas difficile à maintenir, à faire évoluer si vraiment vous respectez les architectures standards qui est recommandé, qui est bien documenté en ligne. Ok, bon, j'espère que Jules, tu as satisfaction à ta question. Ok, c'est super. Donc, je pense que… oui, on est un peu pris par le temps. Mais bon, si je vais conclure peut-être tout ce qui est système design, vraiment
que c'est vraiment un foutou où on met tout dedans, c'est vraiment un foutou. Mais ce foutou-là, ça vous permet vraiment de partir sur de très bonnes bases par rapport à vos projets. Et donc, ça part de comment vous choisissez comment on appelle, votre stack technique jusqu'à comment vous organisez votre code, comment vous faites évoluer votre code, comment vous intégrez aussi de nouveaux développeurs au sein de votre équipe. Et donc, tant que vous ne restez, en fait, vous ne prenez pas précaution de tout ce que le système design en développement mobile préconise, recommande, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec du code spaghetti ou quand on va intégrer de nouvelles personnes, ou bien même quand vous allez laisser ce projet-là et passer à autre chose, on va passer ce code-là à quelqu'un, vous allez voir que ce dernier vous dira simplement qu'il ne sera pas en mesure de faire évoluer le code et qu'il faut repartir de zéro. Et donc, ce qui vraiment je vais recommander, c'est de s'intéresser vraiment au système design et de voir tout ce qu'on y met dedans dans le développement mobile et tout ce que ça recommande et donc de vraiment les mettre en pratique dès le début. Parce que c'est quoi l'avantage du système design dans une application mobile? C'est ce qu'on va aborder en deuxième point là. C'est de pouvoir facilement tester votre application et de pouvoir répondre au business, au métier, à la partie business. Parce que quand on met en place une application, ce n'est pas pour faire les beaux yeux de l'utilisateur, c'est pour répondre à un besoin de l'utilisateur, mais derrière pour se faire de l'argent. Et donc, comment vous répondez à ce besoin-là tout en gagnant de l'argent, mais aussi permettre au business d'évoluer. Et c'est là, les tests jouent un rôle très, très intéressant. Parce que quand votre base de code évolue vraiment à un certain niveau, vous ne maîtrisez plus rien, vous ne contrôlez plus rien, vous allez vous retrouver à être des dizaines je ne vais pas dire des centaines, mais des dizaines à travailler sur la même base de code. Alors, en ce moment-là, comment s'assurer que le code que l'autre écrit ne va pas nous amener à faire de la régression? C'est là, il faut vraiment mettre en place la culture des tests, ne serait-ce que les tests unitaires, tout au moins dans vos projets qui vont vous permettre de tester vraiment votre logique métier fondamentalement pour que pour chaque nouvelle release, pour chaque nouvelle version, vous n'ayez pas de régressions qui sont déployées en production. Oui, on a une question. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à l'invité et merci pour la présentation. Durant ta présentation, tu as parlé de la consommation de data et moi, j'aimerais savoir, c'est quelque chose que j'ai remarqué personnellement en utilisant Facebook Lite et l'autre application de Facebook qui est un peu plus lourde. Donc, selon toi, comment c'est fait en fait, comment c'est implémenté pour que Facebook Lite consomme moins de données et lorsqu'on est en train de développer une application, quelles sont les dispositions qu'on peut prendre pour que les utilisateurs ne soient pas frustrés quant à la consommation de leurs données? Ok, merci pour ta question. Alors, quand tu prends déjà même le nom, même Facebook Lite, ça dit tout déjà. C'est une version légère de Facebook même, tu vois. Et donc, comment on arrive là? C'est parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que Facebook, la version normale, on a tellement mis de choses, il y a tellement de modules, je ne sais pas. Quand tu prends le Facebook là, je suis sûr qu'il doit avoir des centaines de milliers de modules là, indépendamment, plusieurs développeurs travaillent simultanément. Et donc, ça, c'est gourmand en mémoire parce qu'il y a beaucoup de choses qui se tournent en arrière-plan. Et tu vas voir, en termes d'affichage, quand tu prends les deux, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est des optimisations qui ont été faites, comme tu l'entends bien, Facebook Lite, vraiment une version très légère de la version normale. Et donc, normal que tu sentes cette différence de consommation en termes d'énergie. Donc, pour répondre à ta question en tant que développeur, quand on commence par développer, comment on surveille ces gens de trucs, il y a un outil qui est très, très sous-utilisé comment on appelle, sous nos cieux, c'est l'outil Android Studio. Moi, je découvre plein de choses. En fait, vous avez tellement de paramètres, tellement de menus qui vous permettent de suivre ces paramètres-là pendant que vous développez. Tout au moins, avant chaque release, vous pouvez mettre en place des configurations de profil qui vont vous permettre de suivre un peu les traces en termes de consommation de data ou d'énergie ou bien même de CPU de votre application, comment ça consomme, comment ça évolue, qu'est-ce qui consomme le plus, à partir de quelle opération. Et donc, en fonction de ces genres de ces genres d'outils que Android Studio vous offre, hein, tout est configuré déjà. Si vous allez trouver plein de ressources en ligne qui vont vous permettre de comment on fait ces genres d'analyse. Vous allez voir,
ce qui consomme le plus en termes d'Internet ou d'énergie ou de CPU, et donc voir quelle opération, à quel moment on lance, et donc comment on peut l'optimiser pour que ça consomme mieux, moins l'énergie pour vos utilisateurs ou la donner chez vos utilisateurs. Ok, super. Donc, je pense que ça rejoint ton développement tout à l'heure, ça rejoint déjà en fait les tests dont justement on était en train de parler, qui permettraient en fait de pouvoir surveiller un certain nombre de choses. Donc, en tant que dev mobile, de pouvoir surveiller. C'est quoi en réalité? Parce que là, quand on parle de tests, généralement, il y a les tests unitaires, tests d'intégration et autres. Est-ce que c'est pareil au niveau du mobile ou bien il y a des spécifications? C'est pareil au niveau du dev mobile. Et à ce niveau, je vais dire qu'il y a il y a la pyramide des tests qui est recommandée. Vous avez les tests unitaires qui sont vraiment la partie qui sont les tests vraiment unitaires comme son nom l'indique, de façon atomique. Vous testez votre fonction. S'il y a une opération, quand vous, je sais pas, les exemples qu'on voit souvent dans les docs qui présentent les outils de test, c'est faire l'addition de deux nombres. Est-ce que quand on fait l'addition de deux nombres, est-ce qu'on a le résultat qu'on attend? Donc, vraiment, il y a les tests unitaires qui sont vraiment obligatoires, qui vous permettent de tester vos logiques métiers, d'accord, au niveau de votre domaine. Ça, c'est la première des choses. L'autre test qui est recommandé, d'accord, c'est le test d'intégration. C'est comment tout l'ensemble de vos briques, par exemple, l'ajout d'un élément. Je prends l'exemple de VTC, la Drupal, par exemple. Comment, par exemple, un utilisateur, s'il lance une couche, d'accord, comment nos différents modules vont s'imbriquer, ou quand il lance, par exemple, il met la destination, le point de départ, est-ce qu'on arrive vraiment à déclencher une couche? Enfin, on arrive vraiment à déclencher, je vais dire, une recherche. Si on arrive à déclencher une recherche, est-ce qu'on arrive aussi à trouver, si on lui simule par exemple qu'on a trouvé un chauffeur et qu'on lui envoie cette réponse, est-ce qu'il arrive à répondre? On voit comment les tests d'intégration permettent de voir comment vos briques là s'imbriquent correctement et fonctionnent comme on a prévu. Et l'autre test qui est recommandé, c'est les tests end-to-end, ou les tests, vous choisissez de faire les tests end-to-end, ou bien les tests d'interface, où vous essayez de voir est-ce que vos différentes interfaces, vraiment, quand on envoie les informations qu'on attend, est-ce qu'on a vraiment l'affichage, d'accord, que l'utilisateur doit voir à l'écran? Est-ce que l'affichage est correctement, c'est ce qui est correctement affiché à l'utilisateur? Donc, pour répondre vraiment à la question vraiment, ces trois tests-là qui sont recommandés, c'est les tests unitaires qui sont vraiment non négociables, et les tests d'intégration, comment vos différents briques se mettent en place pour pouvoir répondre vraiment à une fonctionnalité, ou bien vous pouvez faire le choix de faire des tests d'interface ou bien les tests pour voir vraiment tout le processus, hein, de bout en bout jusqu'à la fin, par exemple, le lancement d'une course jusqu'à la fin d'une course, comment vraiment ça marche. Et là, vous pouvez aussi utiliser des fermes de devices où vous avez plusieurs je vais dire, types de téléphones qui sont dans le cloud où vous lancez vos tests là-dessus pour pouvoir apprécier si vraiment tout fonctionne comme cela se doit et tout. Ok, c'est super. Donc, j'invite les devs mobiles à pouvoir creuser un petit peu sur le sujet. Là, actuellement, il nous reste un peu moins de 15 minutes pour pouvoir terminer notre meet. Donc, le dernier as pour pouvoir chuter vers la fin, ça sera en fait de nous parler un petit peu de retour d'expérience personnelle, en fait. Comme tu me l'as dit, au moment où on était en train de discuter avant le meet, tu avais certainement eu des mauvaises habitudes, en fait, que tu avais, enfin, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs et tout. Et aujourd'hui, tu as certainement appris de ces erreurs-là. Donc, on aimerait un petit retour d'expérience, de cas un petit peu concret. Et on va mettre fin au meet. Alors, pour rapidement, avant de répondre, j'aimerais aussi
Je sais qu'il y a des gens expérimentés, je sais pas, dans la communauté et tout. Et si j'ai une recommandation à faire, c'est de documenter vos choix techniques et ça va permettre à des gens, quand ils vont vous rejoindre, de comprendre pourquoi vous avez fait ce choix-là. Alors, c'est très important, ça peut paraître anodin de faire cette recommandation, mais c'est quelque chose que j'ai déjà, en fait, j'ai observé dans ma propre expérience. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Généralement, quand on sort de l'université, dans nos contextes, rapidement, on devient chef de soi-même. On vous donne une opportunité et donc, vous vous retrouvez à faire des choix qui vous ignorez vraiment tout ce qui peut être vraiment déterminant, qui vont vous permettre de faire des choix vraiment, je dirais, pragmatiques, des choix optimaux. Mais quand vous n'avez pas cette chance de rentrer dans une équipe où il y a de l'expérience, où les gens sont bien expérimentés, quand vous voyez que ce que vous êtes en train de faire, d'accord, vous découvrez qu'il y a une meilleure façon de le faire et que l'équipe avec laquelle vous travaillez, ils ne sont pas ouverts à ça parce qu'il y en a, ils sont vraiment fermés, ils estiment que leur code, c'est vraiment de la Bible, ou je sais pas, c'est une vérité absolue qu'il ne faut pas toucher. Une fois qu'ils ont écrit leur code, personne ne doit toucher. Moi, je dis c'est des environnements qu'il faut éviter. Peut-être ça va vous permettre de gagner de l'argent, mais ce n'est pas des environnements qui vont vous permettre d'évoluer, de faire vraiment carrière dans ce métier-là. Donc, à un moment donné, quand vous voyez que dans l'environnement, là, il n'y a pas des cultures de partage, il n'y a pas du tout les bonnes pratiques, par exemple, les code review. Ça peut paraître un peu bizarre, mais quand on fait du code review, ce n'est pas forcément pour soi-même, ça permet aussi de partager la connaissance. Ça permet à tout le monde d'être en mesure de travailler sur votre fonctionnalité, par exemple, mais il y en a beaucoup qui sont réfractaires, par exemple, à ce genre de pratiques-là. Et donc, c'est des environnements qu'il faut éviter. Je dis encore, ça peut vous permettre de gagner de l'argent dès le début, mais à un moment donné, il faut chercher à aller ailleurs, trouver d'autres environnements qui vont vous permettre de grandir et d'apprendre. On voit un peu. Et donc, si vraiment j'ai quelque chose à recommander à un débutant qui commence, c'est vraiment de s'intéresser au pourquoi des choses. Parce que dès le début, ce n'est pas ce qui nous intéresse. On s'intéresse plutôt au comment. Comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça. Mais à un moment donné, il faut commencer par se poser aussi la question de pourquoi on fait ça de cette façon. Et c'est à partir de ce moment-là, on comprend mieux les choses, on comprend pourquoi on a fait ce choix, plutôt parce qu'en informatique, vous pouvez confirmer avec moi, vous avez plusieurs alternatives, vous avez plusieurs choix devant vous. Mais ce n'est pas des choix qui rentrent dans les mêmes contextes. Il y a des choix qui sont très optimaux en fonction de votre contexte. Donc, c'est en s'intéressant au pourquoi des choses, vous allez découvrir que, tiens, en faisant ce choix, en choisissant cette façon de faire, vous allez gagner et vous allez mieux comprendre aussi. Donc, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de s'intéresser davantage au pourquoi des choses et de ne pas être aussi un développeur mobile opportuniste, c'est-à-dire en fonction de l'opportunité, on accepte d'être développeur mobile et après, quand il n'y a plus d'opportunité, on devient développeur full stack. Non. Si vous voulez être développeur mobile, soyez vraiment des vrais développeurs mobiles jusqu'à la fin. C'est ce qui va vous permettre d'apprendre parce que c'est un environnement très exigeant qui évolue. Ça évolue vraiment à la vitesse de l'éclair. Et donc, il y a de nouvelles choses à apprendre tous les jours, tous les jours. Mais si vous devez être un développeur opportuniste, vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas approfondir vraiment les choses dans leur profondeur. Donc, vous serez vraiment un développeur junior toute votre vie, quoi. Ok, merci beaucoup pour les retours. Bon, on est pratiquement à la fin. Je ne sais pas s'il y a des interventions, des questions, des apports pour qu'on puisse clôturer. Bon, ils sont tous timides apparemment. Ok, bon, je pense que donc on a fait le tour. On a parlé donc du système design, donc de tous les éléments de façon globale, en tout cas, donc que chacun peut approfondir à son niveau. On a essayé d'évoquer également les différents tests qu'on peut faire, ce qu'il faut surveiller pour la performance de son application. Et enfin, les recommandations sont là, hein, donc pour les débutants, comment ça va se passer et tout. Ok, donc je vous remercie. Merci beaucoup à l'invité. Merci pour votre temps. Et donc, peut-être qu'on va reprogrammer un autre call autour du sujet, mais beaucoup plus spécifiquement, où on pourra partager peut-être du code en live, pourquoi pas. Donc, je pense qu'on est à la fin du Meet. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci.